Bonjour, je m'appelle Mariam Chamat, je fais partie de l'équipe sciences comportementales de la DITP, la Direction interministérielle de la transformation publique. Bonjour, je m'appelle Stéphane Giraud et on va vous parler aujourd'hui d'un sujet importantissime, le recrutement. On ne veut pas vous mettre la pression, mais recruter quelqu'un, c'est décider du sort de plusieurs personnes, de la personne recrutée, de ses futurs collègues et du vôtre si vous êtes le recruteur principal et le manager de cette personne. Le recrutement, c'est en fait deux choses. C'est un investissement et une prise de risque. Un investissement parce que vous allez vous faciliter la vie en réussissant un recrutement. Non seulement les missions de vos nouveaux collaborateurs seront menées à bien avec succès, mais vous allez aussi potentiellement fluidifier votre vie de manager en minimisant les micro-tâches de gestion et autres frictions quotidiennes qui peuvent parsemer la vie professionnelle. Mais c'est donc aussi une prise de risque, c'est une plongée dans l'inconnu. Cet inconnu, c'est l'autre qu'il est difficile de prétendre connaître en quelques interactions et qu'on ne va d'ailleurs pas aborder dans cette vidéo. Mais l'inconnu, c'est aussi et surtout vous, parce que la science nous invite à considérer avec la plus grande prudence nos modes de prise de décision qui peuvent être biaisés par un certain nombre de facteurs dont on va parler aujourd'hui. Certains parlent parfois du recrutement comme d'un art, comme quelque chose qui serait un peu plus intuitif que technique, mais on va essayer de vous montrer en quoi cette activité a énormément à gagner à partir des connaissances scientifiques. Un recrutement, c'est en fait en quelque sorte une somme de jugements et de prise de décision, mais il y a un ensemble de disciplines, la psychologie, les sciences cognitives, les neurosciences, qui s'intéressent à ces mécanismes et qui peuvent être d'une utilité très concrète pour mieux les comprendre. La valorisation de ces connaissances et de ces méthodes, c'est ce à quoi travaille l'équipe sciences comportementales de la DITP. En très résumé, celle-ci s'intéresse à cette question fondamentale qu'est la notion de prise de décision. Or, il y a plein de champs de l'action publique où la prise en compte de ce facteur humain peut être précieuse. C'est singulièrement vrai quand on cherche à faire évoluer des comportements. On a par exemple travaillé avec Pôle emploi sur la question des freins à l'embauche des personnes en situation de handicap, à la fois du côté des employeurs et aussi des demandeurs d'emploi. L'ambition, en fait, c'est de rendre l'action publique plus efficace en mobilisant les connaissances scientifiques concernant le comportement humain. Et ça vaut pour notre sujet du jour, le recrutement, qui ne fait pas exception à la nécessité de mieux comprendre et intégrer les multiples facteurs psychologiques qui nous influencent au quotidien. Parmi ces facteurs, on retrouve bien sûr des facteurs émotionnels et situationnels. Par exemple, si vous êtes dans l'urgence de devoir recruter une personne, ça va avoir un impact évidemment sur votre processus de recrutement. De même, si vous avez vécu un précédent difficile avec un ancien employé sur le même poste, ça peut conduire à un surcroît de vigilance vis-à-vis de certains traits de personnalité de vos candidats. Mais aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur une catégorie spécifique de facteurs psychologiques, des facteurs qui sont inhérents à notre fonctionnement en tant qu'être humain. Les facteurs psychologiques dont vous a parlé Stéphane, il s'agit de raccourcis mentaux qui sont aussi désignés sous le terme heuristique ou biais cognitifs. Ils ont en commun de tenter de régler une question fondamentale d'adéquation entre offre et demande à laquelle notre cerveau est constamment confronté. Notre cerveau, c'est un organe et un outil prodigieux. C'est un outil d'interprétation et de prise de décision sans comparaison possible. On prend par exemple des milliers de décisions par jour, on est capable de se souvenir de milliers de visages, même ceux de vos camarades de CP probablement, ou de conduire un véhicule de manière quasi automatique. Mais ces capacités immenses restent limitées face à la quantité énorme d'informations qu'on doit traiter et les sollicitations constantes qui nous arrivent. Il nous arrive donc de procéder par raccourcis quasi automatiques, qui sont extrêmement efficaces et utiles en termes de ressources et d'économies faites par notre cerveau, mais ça peut conduire aussi à des ratés, et quand ils sont systématiques ou prévisibles, on parle alors de biais cognitifs. Pour comprendre un petit peu ces pièges cognitifs, on va en prendre quelques exemples et ceux qui sont plus spécifiques au processus de recrutement. Prenons par exemple la situation où vous recevez un candidat de 56 ans, vous regardez son profil qui a l'air extrêmement intéressant et riche, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de penser que même s'il a l'air très compétent, c'est quand même un poste qui a besoin d'énergie, de dynamisme, et que quand on a plus de 50 ans, on manque un tout petit peu de dynamisme, par exemple. Vous allez probablement inconsciemment vous faire l'avocat de cette intuition et vous allez chercher dans les faits tout ce qui pourra les étayer. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Vous allez être tellement exigeant avec votre cinquantenaire qu'il devra faire 2 ou 3 fois plus d'efforts que les autres pour montrer qu'il est dynamique et innovant. Peut-être même qu'en m'écoutant, là, vous vous dites, en même temps, c'est fréquent, plus on vieillit, moins on a d'énergie. Et ce genre de raccourci, on en fait tout le temps. Par exemple, les jeunes d'aujourd'hui, ils auraient plus d'exigences que la moyenne sur l'ambiance de travail, ils seraient plus individualistes ou moins respectueux de l'hiérarchie et plus difficiles à intégrer dans les équipes. Ces exemples vous feront penser peut-être à une notion bien connue qui compte parmi les biais les plus structurants, les biais de jugement les plus structurants. Je parle des stéréotypes. Les stéréotypes sont des croyances simplificatrices et généralisatrices à propos des membres d'un groupe social. Et bien sûr, il faut leur rendre justice.
puisque c'est ce qui nous permet de trier et de catégoriser les milliers d'informations auxquelles on est confronté et de les mobiliser très rapidement, et de savoir comment agir face à une nouvelle situation. Pour éclairer ça, on va faire un très rapide voyage dans le temps, dans une forêt préhistorique. Par exemple, imaginez-vous il y a 200 000 ans dans une forêt, vous êtes un homo sapiens, que vous êtes toujours d'ailleurs, et vous croisez un lion. Vous ne pouvez pas vous permettre de prendre le temps de faire une analyse précise et nuancée de cette situation. Vous avez besoin absolument d'agir très rapidement, et pour ce faire, vous allez vous baser sur un jugement ultra rapide, basé sur tout ce que vous savez déjà sur un lion, et l'aversion au risque fait alors que vous allez envisager l'option la moins réjouissante et déclencher un comportement de fuite. Ce genre de mécanisme est étudié par ce qu'on appelle la psychologie évolutionniste. Elle s'appuie sur une hypothèse voulant que notre cerveau, comme celui de n'importe quelle espèce animale, se compose de circuits neuronaux programmés par des millions d'années d'évolution et que chaque espèce a développé des attitudes et des comportements particuliers pour survivre. Ces travaux éclairent en quoi les comportements ancestraux qu'on a, qui étaient très adaptés à l'époque, peuvent ne pas être totalement en phase avec notre environnement contemporain. S'agissant par exemple de nos fameux stéréotypes, ils ont certes pu être d'une très grande utilité pour l'espèce humaine, en permettant notre survie en des temps où celle-ci passait par l'identification de son prochain, mais ils peuvent aujourd'hui s'avérer contre-productifs ou nous mettre des œillères là où on aurait besoin de perspicacité. On ne va pas lister aujourd'hui tous les sujets autour des stéréotypes, mais sachez qu'autour de cette notion gravitent d'autres raccourcis mentaux. C'est par exemple le cas des premières impressions. Non seulement nos jugements peuvent être ancrés sur des bases douteuses, mais ils se forment aussi très très rapidement. Quand on rencontre une personne pour la première fois, notre cerveau va très rapidement former une première impression, qu'on le veuille ou pas, et on va rapidement extraire les informations qui sont disponibles, la forme du visage, les traits, mais aussi l'expression émotionnelle, la tenue vestimentaire, l'âge, et on va se faire un avis en moins d'une centaine de millisecondes. Plusieurs chercheurs, comme Alexandre Todorov, qui est professeur à l'université de Princeton, travaillent précisément sur ce sujet pour essayer de comprendre quels sont les mécanismes neuronaux qui sous-tendent la formation de la première impression. On a comme ça mis en évidence la rapidité avec laquelle notre cerveau traitait ces informations. Par exemple, à 100 millisecondes, on arrive déjà à identifier une expression émotionnelle, et à 170 millisecondes, on a traité le visage. Donc en moins d'un quart de seconde, on a formé une première impression qu'on va utiliser pour ajuster rapidement notre comportement. Ce miracle d'ingénierie de notre cerveau a ses avantages, évidemment, mais les premières impressions peuvent aussi être erronées et très très tenaces. Dans cette même veine, on peut également être l'objet d'un biais de similarité ou de favoritisme endogroupe. Et l'idée est que notre cerveau a une tendance à simplifier notre environnement social en des catégories de nous versus eux, ce qui peut conduire à cultiver une bienveillance à l'égard des personnes qui nous ressemblent ou qui appartiennent à un groupe auquel on considère appartenir, mais on attribuera davantage de vertus, on les jugera plus compétents, plus intéressants, plus attirants, et à l'inverse, ces biais peuvent conduire à juger négativement un individu parce qu'on le perçoit comme différent de nous. De la même manière, nos préférences personnelles peuvent évidemment perturber une analyse factuelle des choses. On a tendance à être plus indulgent envers les personnes qui, sans faire partie d'un groupe identifié comme tel, partagent certains traits avec nous, genre, langue, cursus, hobby, avec des conséquences en termes d'attraction, de répulsion, sans que ces critères aient un lien quelconque avec l'objet réel de nos jugements. Dans un même ordre d'idées, certaines études montrent qu'on peut être affecté par l'effet de halo. Ça intervient quand on est par exemple fasciné par les qualités d'une personne, qu'on va ensuite étendre cette impression à l'ensemble de sa personnalité. Et ce penchant va être d'autant plus fort que le trait va sortir de la norme. Enfin, si on se place dans une logique de plus long terme, si on considère un recrutement dans sa totalité, y compris dans la phase d'intégration d'un collaborateur, on songera aussi utilement à un phénomène qu'on désigne comme les biais des coûts irrécupérables. Ça correspond à notre tendance à être influencé par des décisions qu'on a prises antérieurement, un investissement financier, du temps passé, tout type d'efforts consentis dans le cadre d'un projet ou d'une activité. Et quand se pose la question de les poursuivre ou de les arrêter, tout ça a un fort impact. Le biais des coûts irrécupérables, il est très courant dans les grandes organisations. Il a pu entretenir des formes d'irresponsabilité collective qui ont conduit à concevoir des formes d'usine à gaz sans que quiconque ose interrompre un process alors qu'on devine clairement qu'il va progressivement dans le mur. On l'expérimente aussi au niveau individuel, dans des tas d'activités quotidiennes, plus ou moins triviales, qu'on poursuit sans trop savoir pourquoi, si ce n'est au nom du temps et des ressources qu'on a déjà investies. Le biais des coûts irrécupérables, il est courant dans les ressources humaines. Il est présent en particulier au stade de l'embauche et de la formation d'un salarié. Au début, il est plutôt facile de rompre la relation
Et au fur et à mesure que le temps passe, cela devient de moins en moins évident. Les cadres juridiques expliquent évidemment cela, mais ils peuvent également servir de paravent à des mécanismes bien davantage psychologiques. Il y a encore d'autres phénomènes psychologiques qu'on pourrait citer, mais on ne veut pas trop vous angoisser. Aussi va-t-on se contenter de conclure ce panorama avec ce qui est peut-être le biais des biais, à savoir le fait d'être largement aveugle à nos propres biais. C'est d'ailleurs là que commence la solution à nos problèmes. Vous voici déjà un peu plus sensibilisé à cette question, et cette prise de conscience, c'est un premier niveau pour faire évoluer vos pratiques. Ce n'est cependant clairement pas suffisant. Un des enseignements fondamentaux des sciences du comportement, c'est que la prise de conscience ne suffit pas à déclencher le passage à l'acte. On aurait sinon d'ailleurs une planète en bien meilleur état. Il existe bien des formations et des entraînements consistant principalement à développer son esprit critique et à devenir plus conscient de ses limitations cognitives, mais leur efficacité réelle reste honnêtement à démontrer d'un point de vue scientifique. Il faut donc accompagner ce passage à l'acte, le faciliter, autrement dit sur notre sujet du jour, mettre à disposition des recruteurs et des outils compensant certains penchants automatiques qu'ils peuvent avoir. Alors quel est l'état de l'art en la matière de pratique de recrutement éclairé par les sciences comportementales ? Dans ce domaine, comme dans bien d'autres, le premier réflexe à avoir, ou du moins à favoriser tant on sait qu'il peut s'agir d'un luxe, c'est sans doute de se donner du temps. Tout d'abord, parce que tous les biais dont on a parlé, ils sont exacerbés par l'urgence, mais aussi parce que les recherches et les données montrent que toutes les étapes d'un processus de recrutement sont largement impactées, chacune à leur tour, par cette problématique. Prenons déjà la question de la rédaction d'une fiche de poste. Si vous êtes déjà arrivé de rédiger une fiche de poste, demandez-vous combien de temps vous avez passé à la rédiger. Il y a en fait de fortes chances que vous ayez copié-collé une fiche précédente en l'ajustant à la marge. Or, le contenu d'une fiche de poste, il peut être biaisé de différentes manières. Des études qui utilisent des techniques d'analyse de texte montrent par exemple que l'emploi d'un type de vocabulaire peut être très connoté et très structurant. Certains adjectifs comme déterminé et compétitif auront tendance à être perçus comme des caractéristiques masculines par les candidats, alors que d'autres termes comme collaboratif, coopératif tendront à attirer plus de femmes que d'hommes. Vous pouvez donc travailler votre offre d'emploi en la rendant plus neutre du point de vue du genre. Plus frappant encore, en 2014, une autre équipe de recherche a montré qu'en moyenne, les femmes postulent à des postes lorsqu'elles estiment satisfaire à 100% des qualifications requises sur une offre d'emploi, tandis que les hommes sont susceptibles de postuler du moment qu'ils satisfont 60% de ces qualifications. En d'autres termes, ce qu'on va mettre comme étant des qualifications essentielles pour un poste va directement impacter la décision du candidat de candidater ou de ne pas candidater. Alors, ce décryptage il n'est pas aisé à mettre en œuvre, mais il existe certains outils, notamment des outils d'intelligence artificielle, qui permettent de détecter certains biais dans les fiches de poste. C'est le cas pour les problématiques de genre qu'on vient d'évoquer, mais aussi, par exemple, pour éviter de démotiver des personnes en situation de handicap. On peut aussi tout simplement faire en sorte de proposer des profils de poste qui soient de fait les plus inclusifs possibles, en limitant au strict nécessaire les mentions qui sont les plus discriminantes, qui porteraient par exemple sur les disponibilités horaires, le travail sous pression et autres déplacements fréquents, dont la prise en compte doit davantage relever de l'organisation structurelle du travail plutôt que de l'adaptabilité demandée aux individus. On peut aussi être très pragmatique et tout simplement tester une fiche de poste. Par exemple, avoir différentes versions d'une fiche qu'on va tester en voyant le nombre de clics ou voir si elle attire plus ou moins certaines populations et profils et donc si elle est potentiellement discriminante. On évoquait au départ une collaboration qu'on a menée avec Pôle emploi autour de la question de l'insertion des travailleurs handicapés. Notre expérimentation, elle a justement porté sur la manière de présenter des offres d'emploi qui, au-delà du strict respect des obligations légales, soient suffisamment incitatives pour lever certains a priori, aussi bien du côté des employeurs que des candidats qui peuvent parfois s'auto-censurer. Alors la question de la gestion du temps, elle est encore plus marquante quand intervient l'étape de l'analyse des CV. Combien de temps en moyenne pensez-vous qu'on passe sur les CV des candidats ? 30 secondes, 1 minute, 5 minutes ? La réponse scientifique est édifiante. Des études faites à l'aide d'iTracker montrent qu'un recruteur passe en moyenne 6 secondes sur un CV. Il est donc évident qu'il va avoir une lecture biaisée de documents. L'exercice va souvent se limiter de fait au repérage d'une ou deux mentions, une école, un diplôme, un nom d'une entreprise, ou un élément familier totalement périphérique qui va au final conditionner tout un process de manière franchement disproportionnée. Vient ensuite un moment évidemment stratégique, les entretiens. C'est le moment qui va vous permettre de collecter le plus d'informations sur le candidat et logiquement influencer vos décisions d'embauche. Mais c'est aussi un moment où tous les biais qu'on a évoqués précédemment sont susceptibles d'interférer. Aujourd'hui, les données scientifiques les plus robustes qu'on a concernant les entretiens, c'est qu'ils doivent être structurés, voire carrément scriptés.
La majorité d'études en psychologie organisationnelle s'accordent pour dire que plus les entretiens sont séquencés, plus ils réduisent les biais et permettent une comparaison égalitaire des candidats. Mieux encore, cette approche sera plus adaptée pour prédire la performance du candidat, plus tard dans le travail. Et en ce qui concerne la nature des questions à poser aux candidats, c'est là où les choses sont un peu moins établies. Les enjeux contextuels sont tellement variables qu'on ne saurait pas prétendre résumer en quelques points la bonne manière d'évaluer l'adaptation de quelqu'un à un poste. En revanche, ce qui fait consensus, c'est qu'il est inutile de poser des questions de type casse-tête ou autre interrogation générique hors sol. Par exemple, demander à quelqu'un combien de balles de golf peuvent tenir dans un bus scolaire ou comment est-ce qu'il mesurerait le poids d'un avion sans utiliser de balance permet surtout à l'intervieweur de se sentir intelligent et de se faire plaisir. Ces questions sont déstabilisantes et stressantes dans des situations qui sont déjà potentiellement très anxiogènes. Et elles n'ont aucun pouvoir prédictif sur les performances futures du candidat. Plus utilement, les études en psychologie organisationnelle préconisent deux types de questions. Les questions comportementales, qui sont basées sur des expériences passées, et les questions hypothétiques sur un comportement futur. Un exemple de question comportementale serait « Racontez-moi une fois où vous avez été en désaccord avec votre responsable » ou « Racontez-moi ce qui s'est passé quand vous avez perdu votre emploi ». L'hypothèse ici, c'est que le comportement passé est un des meilleurs prédicteurs du comportement futur, mais aussi que ce type de question va réduire, enfin pas supprimer, en tout cas réduire la part de désirabilité de la part du candidat. Les questions hypothétiques, pour leur part, sont assez évidentes. Par exemple, vous pouvez demander si vous remarquez une baisse de morale chez vos collaborateurs, que feriez-vous pour améliorer la situation ? Et elles sont d'autant plus pertinentes et utiles quand elles portent vraiment sur des enjeux effectifs du poste concerné. Hypothétique ne veut pas dire théorique, mais situationnel dans ce cas. Au-delà de leur contenu, la qualité des entretiens dépend aussi de leur durée et de leur nombre. Les données issues des recherches de terrain, agrémentées d'un peu de sens commun, invitent à mener des entretiens d'1 heure à 1h30. Et s'agissant de leur nombre, bien sûr à privilégier la pluralité des échanges, mais sans dépasser les 4 entretiens, chiffre au-delà duquel la plus-value devient un peu moins évidente. Une dernière chose très importante à retenir, c'est que le but d'un entretien n'est pas de prendre une décision, mais de collecter de l'information. L'entretien doit être traité comme un exercice de collecte de données qui cherche à recueillir de manière la plus factuelle possible un ensemble d'éléments, en préalable d'autres étapes qui sont, elles, plus décisionnelles. La sélection sera d'autant plus efficace et objective qu'elle sera collective. Ici, le biais de confirmation peut nous inciter à adopter un jugement dominant, qu'il émane de la majorité ou qui vienne d'une personne ayant une autorité. Donc il faut se méfier d'être contaminé par l'avis des autres avant d'avoir formé son jugement. Évidemment, plusieurs avis valent mieux qu'un, et encore plus quand il s'agit des collègues potentiels du candidat. Donc les conditions de la sélection doivent favoriser une expression la plus libre possible, avec par exemple des notations sur des critères factuels. Les mises en situation favorisent une appréciation la plus objective possible. Elles permettent d'éclairer à la fois des questions techniques, mais aussi comportementales. Toutes les tâches et missions ne s'y prêtent évidemment pas, mais il existe généralement à minima un process qui doit être utilisé au bénéfice de tous, la période d'essai. Trop souvent, de fait négligée ou banalisée, elle est en fait pourtant partie intégrante et même fondamentale d'un recrutement. Elle est une contrepartie à tous les biais qui auront pu parsemer le chemin jusqu'à une embauche. Rappelons-nous nos biais des coûts irrécupérables, mieux vaut savoir mettre un terme à une erreur d'appréciation que s'entêter au nom des efforts passés. Au-delà de ces quelques recommandations pratiques, une mise à jour régulière des connaissances en la matière s'impose, comme pour toute approche scientifique. Ces mises à jour sont d'autant plus nécessaires que les disciplines scientifiques s'intéressant au milieu professionnel sont pour certaines encore jeunes. L'approche psychologique des organisations en est par exemple encore à ses débuts. On ne saurait également ne pas considérer que ces sujets ont des dimensions contextuelles fortes, liées à des paramètres comme la culture ou la taille d'une structure, et ceci nous invite à confronter les connaissances au terrain en ayant tant que possible le réflexe de l'expérimentation. Celles-ci ont permis de disposer de retours assez instructifs sur certaines pratiques RH qui ont marqué la sphère de recrutement ces dernières années. C'est par exemple le cas des tests de personnalité, dont l'utilité à des fins de recrutement a été franchement remise en cause. C'est particulièrement le cas du MBTI, le Myers-Briggs Test, qui est utilisé par de nombreuses entreprises. Et Adam Grant, un psychologue de l'Université de Pennsylvanie, spécialiste du comportement au travail, en a démontré toutes les limites. Tout d'abord, les deux créatrices du Myers-Briggs se sont basées sur des catégories psychiques qui datent des années 1920, sans tenir compte de l'évolution des connaissances. Et plus embêtant encore, le 3/4 des personnes qui font ce test, plusieurs fois, n'aboutissent pas au même résultat.
Plus généralement, ces tests sont clairement victimes d'un effet de désirabilité sociale. Les personnes tendent moins à s'y révéler qu'à imaginer ce qu'on aimerait les voir dire. Et au final, ce test pose surtout un problème de par sa vocation à faire rentrer les individus dans des catégories, pour ne pas dire des cases, alors que nos personnalités sont évidemment beaucoup plus complexes. Une autre pratique a également été remise en cause par la recherche. Celle-ci était pourtant pleine de bonnes intentions. C'est le cas des CV anonymes. Une étude menée par des chercheurs au JPAL et à l'École d'économie de Paris a évalué l'impact des CV anonymes sur une expérimentation menée dans fin des années 2000. Et cette étude a montré que les CV nominatifs des candidats issus de l'immigration ou résidant dans des zones sensibles avaient au départ 1 chance sur 10 d'obtenir un entretien, contre 1 chance pour 8 pour d'autres candidats. Mais quand ce CV était anonymisé, l'écart passait à 1 chance sur 22 pour le premier groupe, contre 1 chance sur 6 pour le second. L'hypothèse ici, c'est que le CV nominatif permet en fait aux recruteurs d'être plus compréhensifs face à des carences dans la lettre de candidature. Et par exemple, les trous dans le CV pourraient être expliqués par un accès plus difficile à l'emploi quand le CV montre que le candidat réside en zone urbaine sensible, mais quand cette information est masquée, c'est un peu plus compliqué. On peut ainsi parfois être victime de ces intuitions, voire de ces bonnes intentions, avec au final des effets rebonds aussi imprévus que nocifs. Donc on le redit, il est important d'expérimenter, et ce d'autant le plus possible avec des experts qui travaillent à la mise en place des méthodes et des dispositifs qui sont fondés sur les preuves. Évidemment, ce message s'adresse moins aux recruteurs individuels qu'aux décideurs qui ont la main sur les cadres et qui déterminent les politiques de recrutement globales. Mais n'hésitez pas à aller confronter vos objectifs et vos difficultés aux connaissances et au savoir-faire des chercheurs qui, pour beaucoup, ne demandent que ça. Et pour tous, parce qu'on aura bien compris que le recrutement, c'est compliqué, mais parce qu'en fait, les humains, c'est compliqué, on va pour finir essayer de vous simplifier la vie avec, en fin de cette vidéo, un petit récapitulatif, une checklist de quelques bons réflexes et de bonnes pratiques à adopter. Et pour vraiment conclure, n'hésitez pas non plus à renverser l'exercice, demandez à vos candidats, heureux ou malheureux, leurs avis sur vos pratiques de recrutement. C'est là aussi une bonne manière de s'affranchir de ces fameux biais qui nous façonnent pour le meilleur et pour le pire.